Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Enfin, on est de retour avec Philippe David pour les vraies voix. On est ensemble jusqu'à 19h. Comment ça va, Philippe ? Ça va très bien, Cécile. Vous savez que la météo de Rémi Randré m'a rappelé une citation de Pierre Desproges. Alors, c'est-à-dire ? C'était Noël au balcon, Pâques au tison, Noël en Espagne, Pâques au Rabanne. Non, mais n'importe quoi. Non, mais c'est vrai, c'était une citation de Desproges. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de les citer toutes. Hein. Vous pouvez faire un choix dedans. Mais ça n'est pas possible. Et voilà, vous faites ricaner nos vraies voix du jour. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Ce numéro de téléphone avec Aude au 0826 300 300. Vous avez envie de nous parler, de débattre et de partager vos opinions. C'est la plateforme Sud Radio un petit peu partout. Hein. Tout TikTok, on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur Instagram, on est sur YouTube. Vous ne pouvez pas nous manquer et bien entendu à la radio. Allez, au sommaire de cette émission aujourd'hui, le grand débat du jour, 17h30. Joe Biden est arrivé en Israël pour apporter son soutien après l'attaque du 7 octobre. Son objectif, faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza et la libération d'otages. Il arrive après l'explosion à l'hôpital de Gaza, où les responsabilités sont contestées, mais il soutient la version israélienne. Et est-ce que pour vous, la visite de Joe Biden peut faire baisser les tensions au Proche-Orient ? Est-ce que les USA peuvent servir de médiateurs alors qu'ils sont considérés comme le principal allié d'Israël ? L'envoi d'un second porte-avions, le Eisenhower après le Ford, est-il un signe fort, d'autant plus que 2000 Marines ont été déplacés du Koweït pour aller rejoindre la 6e flotte américaine en Méditerranée. Quoi que vous en pensiez, on attend vos appels au 0826 300 300. Et pour le moment, vous pensez à 83% que Joe Biden ne peut pas servir de médiateur. Avec notre expert du jour pour en parler, Frédéric Ancel sera avec nous, professeur à Sciences Po Paris. Et puis le coup de projecteur, c'est à 18h30. C'est fait, le Parti socialiste déclare un moratoire sur sa participation à la NUPES. Après les communistes, les socialistes s'éloignent de l'intergroupe de la gauche créé au lendemain des législatives l'année dernière. Je vous rappelle, les divergences à propos du Hamas ont éloigné donc les mélenchonistes de leurs partenaires et même au sein de la France insoumise, ces désaccords apparaissent désormais au grand jour, Philippe. Oui, Cécile. Alors, est-ce que la NUPES fait désormais définitivement partie du passé ? Est-ce que la gauche est encore une vraie force politique ? Le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio sorti aujourd'hui pour les européennes ne met pas un parti de la NUPES en dessus de 9% des suffrages. Enfin, est-ce que pour vous, l'union de la gauche peut se faire sans Mélenchon ? Eh bien, vous dites oui à 70%. Vous voulez réagir, on attend vos témoignages, que vous soyez de droite, de gauche, du centre, au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Chico Nicolas sera avec nous, éditorialiste et conseiller éditorial à la Marseillaise. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Bonjour, c'est Philippe Fontainebleau. Je rebondissais sur la remarque de M. Fauvergue où il expliquait qu'il faut que les Français réapprennent à être courageux. Mais écoutez, c'est foutu, M. Fauvergue. La France, aujourd'hui, on est devenu un peuple de peureux. On est devenu un peuple de peureux. Voilà, en attendant, les innocents tombent, on sort les peluches, on sort les bougies, on se recueille, on met des fleurs. Il y a eu Paty. Regardez, aujourd'hui, on n'est même pas capable de défiler dans les rues pour la mort de ce nouveau professeur, Monsieur Bernard. Je reconnais le courage à nos militaires, à nos forces de l'ordre, à nos fonctionnaires, mais le reste des Français, on est devenus des pleutres, des foussards. Honte à nous, les Français. Voilà, c'était un message que vous avez laissé comme chaque jour au 0826 300 300. Merci beaucoup. Ce que dit Philippe de Fontainebleau, finalement, Philippe, c'est de dire que, à force de courber les chines, on en devient peut-être des pleutres. Oui, mais Cécile, vous résumez très bien sa pensée. J'entends bien, il faut résister, il ne faut pas avoir peur, mais en même temps, on en a un peu débattu ailleurs hier soir, je comprends la peur des gens ordinaires devant certaines manifestations. Je ne leur jetterai pas la pierre, je ne les mépriserai pas. Il ne faut pas avoir peur, parce qu'avoir peur donne du grain à moudre à ceux qui nous veulent du mal, mais de grâce, pas de mépris pour ceux qui sont pris dans des sentiments qui les entravent, les gênent. Est-ce que délicatesse, pardon. La question que pose Philippe, est-ce que quelque part les marches blanches et les bougies, c'est pas un peu du truc de bisounours, vous me passerez l'expression, parce que rappelons-le, nous sommes en guerre contre le terrorisme, une guerre à mon avis beaucoup plus dure et violente que le Covid où le président de la République nous avait dit que nous étions en guerre. Non, mais il faut des réponses politiques fortes, des initiatives diplomatiques solides, mais je n'oppose pas ça
au fait que des gens souhaitent exprimer leur émotion, leur solidarité sous différentes formes. À partir du moment où ces formes ne prennent pas des expressions parfois insupportables. C'est-à-dire on peut à la fois vouloir, je prends un exemple, exprimer une solidarité au peuple palestinien qui vit des heures terribles, tout en ayant une condamnation ferme et très claire de ce qu'a fait le Hamas et ce que continue à faire le Hamas. Moi, je suis assez d'accord avec ça. J'ai pas envie de condamner les attitudes sentimentales naturelles. Chacun a le droit d'avoir ses réactions. Mais au bout d'un moment, si on prend acte qu'on est en période de guerre, il faut aussi adopter une attitude guerrière qui soit conforme à la situation. Je dirais qu'il faut avoir une réaction peut-être un peu plus musclée, parce que personnellement, moi, les illuminations de l'Assemblée nationale aux couleurs de la France ou même de la Tour Eiffel en divers événements, je trouve que ça commence un petit peu à bien faire. Je trouve qu'il faut retrouver un petit peu, pardonnez-moi le mot, mais de virilité dans l'action politique et de muscles. Voilà. Je rejoins ce que vous avez dit tous les deux. À la limite, si ça se rajoute, les fleurs, l'émotion, les bougies, mais qu'on ne laisse pas croire que c'est une lutte. Bien sûr. Bien sûr. Le problème, c'est qu'il n'y a que 24 heures dans la journée et que l'espace médiatique, au bout d'un moment, est occupé par quelque chose. Si ce n'est pas par les actions, ce sera par ce genre d'hommage pas très efficace. Et qui reste 2 minutes avant la pub. 0826 300 300. Stéphane de Bordeaux est avec nous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphane. Oui, bonsoir, vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Bienvenue sur Sud Radio. Ok. Déjà, en fait, je voulais commencer par faire un petit clin d'œil à notre ami Philippe David. C'est pas grand-chose. C'est juste une précédente, intervention. En fait, je parlais de notre cher président qui a imprimé comme jamais et qui en particulier a imprimé des bons du Trésor. Et il m'avait dit non, les bons du Trésor, c'est aux États-Unis. Oui, nous ça s'appelle des OAT. Non, obligation assimilable du Trésor. Pas du tout. Pas du tout. Il y a les deux. Il y a les bons du Trésor et de l'OAT. Donc on imprime beaucoup de bons du Trésor. Voilà. Beaucoup moins que les OAT. En clair, Stéphane est en train de vous moucher à l'antenne. Voilà. Vous renseignerez sur la ville, mais ça existe. Avec plaisir. Il y en a beaucoup moins que des OAT quand même, puisque les bons du Trésor pour la France, c'est ceux qui sont à court terme sur un an. C'est l'OAT que je préfère. Tant que c'est pas les emprunts russes. Attendez, les amis. Du Trésor comme dans tous les pays quand on fait de la dette. D'accord. On n'a pas compris grand-chose de tout ce que vous disiez, mais allez-y, on vous écoute. Et vous voulez pousser un coup de gueule. Voilà, le coup de gueule, moi, c'est sur la politique de rénovation énergétique et en particulier les DPE qui sont une abomination, qui fonctionnent extrêmement mal. Ce sont les diagnostics que vous devez faire si vous êtes propriétaire. Voilà, et c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a des diagnostics qui vous empêchent de mettre à location. Alors, mettre à location, c'est qu'il faut avoir la moins bonne note. Mais même sans parler de la moins bonne note, en fait, quand vous avez des petites surfaces, vous êtes pénalisé. Et en fait, vous avez une décote de votre bien qui est juste incroyable. Et dans quelques années, vous ne pourrez pas les louer. Alors qu'ils peuvent être très bien, isolés. Moi, j'ai un petit appartement que j'ai fait complètement isolé il y a 2 ans. C'est-à-dire que c'est double vitrage, c'est 10 cm de laine de verre et tout. On ne peut pas faire mieux. Malgré ça, j'obtiens une lettre E, donc c'est pas super. Ouais, voilà, c'était mon coup de gueule, parce que c'est vraiment... Bon, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup, parce qu'on fait beaucoup d'immobilier sur Sud Radio, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, Stéphane, vous restez avec nous, vous êtes notre auditeur du jour. Dans quelques instants, la suite des vraies voix jusqu'à 19h, avec Philippe Bilger, on parle de quoi dans le réquisitoire du procureur ? On parle du fait que j'en ai assez qu'on critique toujours le référendum. Voilà, le référendum dans quelques instants. 0826 300 300. Merci de nous accompagner jusqu'à 19h, c'est les vraies voix avec nos éditorialistes du jour. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix. Merci en tout cas d'être avec nous et pour nous accompagner aujourd'hui. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Fringant toujours, Philippe Bilger. Il a commencé à mettre sa petite laine. On sent que ça se refroidit dehors. Je suis très frileux, ma chère Cécile. Je vous comprends, heureusement que vous dégagez tous une chaleur humaine incontestable. Oui, c'est ça. J'ai parlé de chaleur humaine. Oui. Et plus si affinité. Olivier D'Artigol, éditorialiste politique. Bizarre comment elle vous a ciblé là. Ouais, je ne réponds même plus. Non. Ignorez-moi, allez-y. Michael Sadoun est avec nous, chroniqueur et consultant. Ça va, Michael ? Ça va très bien et vous ? Michael, c'est le bon élève. Vous C'est plus équilibré. Ouais, il est impeccable. On n'a jamais envie de le contredire. C'est embêtant. C'est vrai. Être moins équilibré que vous, ça ne concerne pas grand monde. Non, ça veut dire que nous, on est déviants. Si lui, il est équilibré. Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix
Félix Mathieu. Félix, on parle de quoi ? On va parler des suites vous n'avez pas de micro, Félix. Ah, j'ai pas de micro. Il est bon, Attendez, on va parler des suites de l'explosion d'hier soir dans un hôpital de Gaza. Les évacuations en France, les évacuations pour alerte à la bombe qui se multiplient. Et puis 375 perturbations des hommages aux professeurs assassinés lundi dans les salles de classe selon un nouveau bilan. C'est 2 fois plus que le premier bilan d'hier. Ça a été communiqué aujourd'hui. Dans 3 mots, ça donne explosion, évacuation et perturbation. On en parle dans un instant. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est un réquisitoire médical puisque vous voulez requérir contre les allergiques au référendum. Assez fin comme présentation, bravo Philippe. Pour une fois. Je pensais que c'était Cécile, c'est drôle. Elle a une voix un peu moins grave. Voilà, mais vous avez très bien présenté la chose. Et d'ailleurs, ça n'est pas d'aujourd'hui, et ça n'est pas très original de ma part de dénoncer l'allergie au référendum. Les pouvoirs politiques de droite ou de gauche ont une allergie au référendum en prétendant qu'il est difficile à mettre en œuvre, qu'il tombe trop rapidement dans une tonalité plébiscitaire et plus précisément, je voulais faire référence à ce que j'ai entendu ce matin de la part de Sacha Houlié, questionné par Jean-Jacques Bourdin. À un moment donné, Jean-Jacques Bourdin l'a questionné sur le référendum proposé par LR, et je n'ai pas aimé le ton un peu condescendant avec lequel Sacha Houlié a rejeté cette initiative. J'y ai vu à nouveau, derrière une apparence technique, une volonté en permanence de nous démontrer que le référendum, au fond, est catastrophique parce qu'il obligerait le peuple à se mêler de ce qu'il regarde. Et moi, probablement, par une fibre populiste, j'aimerais énormément qu'on multiplie, entendons-nous, dans les limites constitutionnelles, les référendums. Je crois que ça aiderait dans une sorte de plus grande familiarité avec la chose politique. Mais pour continuer à filer la métaphore médicale, le problème c'est qu'un grand nombre de responsables politiques sont tombés en syncope en 2005 parce que le résultat n'était pas pour eux acceptable. Et qu'il y a eu le traité de Lisbonne de mémoire, sitôt après le nom du peuple français, un nom souverain. Et je crois encore qu'un certain nombre de dirigeants ne s'en sont pas remis, qu'il y a une certaine crainte de ce que pourrait être le résultat d'un référendum. Et je suis totalement d'accord avec le procureur, cette question-là commence à être une question très sensible, douloureuse. Michael Sadoun, je suis 100% d'accord avec Philippe Bilger. Moi, je pense qu'il y a 3 raisons principales à cette crainte du référendum. Il y a évidemment un raisonnement de philosophie politique qui est vieux, au moins comme Tocqueville, de la tyrannie de la majorité. On a peur que tout à coup, plus de 50% de la population française se regroupe, alors qu'elle est tout le temps divisée et éclatée selon des majorités différentes selon les sujets, mais qu'elle se regroupe et qu'elle finisse par décider de tout. Je pense que c'est une erreur. Il y a ensuite, à mon avis, un raisonnement historique. Les gens perçoivent la montée des totalitarismes comme le résultat de plébiscites, alors que ça n'était pas toujours le cas au XXe siècle. Et la 3e chose, c'est une raison sociologique. Moi, j'ai fait le genre d'études qu'a fait Sacha Houlié, et j'ai vu dans ces élites un mépris extrêmement profond du peuple, une certitude que le peuple est désinformé, qu'il ne sait pas voter en conscience et qu'on va faire son bien à sa place. Donc rupture avec la population, parce que c'est des gens qui en général n'ont pas l'opinion majoritaire, il faut le dire sur tous les sujets, notamment sur les sujets d'immigration en l'occurrence, et mépris. Restez avec nous dans quelques instants. Le grand débat du jour. Joe Biden en visite en Israël au soutien à des victimes du Hamas et aussi en soutien face à la frappe sur l'hôpital de Gaza qui a fait, je rappelle, 400 morts. Avec cette question, Joe Biden peut-il faire office de médiateur? Pour l'instant, vous dites non à plus de 80%. Et tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Et c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots qui sont explosion, évacuation et perturbation. Des manifestations éclatent dans beaucoup de pays musulmans après l'explosion meurtrière d'hier soir dans un hôpital de Gaza, sauf qu'il s'agissait d'une roquette palestinienne selon Israël, version soutenue par Joe Biden. Les évacuations pour alerte à la bombe se multiplient en France, plus d'une dizaine d'aéroports perturbés aujourd'hui. Le château de Versailles a été évacué pour la 3e fois en une semaine. Et puis 375 perturbations ou contestations dans les salles de classe lundi lors des hommages aux professeurs assassinés. C'est 2 fois plus que le premier bilan dressé hier par l'Éducation nationale. Les vraies voix Sud Radio.
La désolation, les corps entassés dans un paysage d'apocalypse, une explosion dans un hôpital de Gaza a tué 471 personnes hier soir selon les autorités locales. Palestiniens et Israéliens se rejettent la responsabilité. C'est une roquette tirée par le djihad islamique, un allié du Hamas qui a mal fonctionné selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Nous avons vu le coût de ce terrible crime de guerre hier lorsqu'une roquette tirée par un terroriste palestinien a mal fonctionné et a atterri sur un hôpital palestinien. Le monde entier s'est indigné à juste titre, mais cette indignation ne devrait pas être dirigée contre Israël, mais contre les terroristes. Au contraire, selon le Hamas, c'est un tir de l'armée israélienne qui serait en cause. Des manifestants ont pris la rue à travers le monde musulman. Comme ici en Jordanie, devant l'ambassade israélienne à Amman, pas d'ambassade sioniste sur le sol jordanien. On criait des milliers de personnes, des rassemblements similaires à Istanbul, Tunis ou Beyrouth. Mais de son côté, Joe Biden accrédite la version israélienne sur ce drame de l'hôpital de Gaza. Le président des États-Unis venu sur place, c'est une première en pleine guerre, pour apporter son soutien à l'État hébreu. Je voulais être ici aujourd'hui pour une raison simple. Je voulais que le peuple d'Israël et les peuples du monde sachent quelle est la position des États-Unis. Nous devons également garder à l'esprit que le Hamas ne représente pas l'ensemble du peuple palestinien et ne lui a apporté que souffrance. Je suis profondément attristé et indigné par l'explosion de l'hôpital de Gaza hier. Et d'après ce que j'ai vu, il semble que cela ait été fait par l'autre camp, pas par vous. Voilà, il s'adressait bien sûr au Premier ministre israélien. Joe Biden en appelle à épargner la vie des civils. À sa demande, le gouvernement israélien vient d'autoriser l'entrée de nourriture, d'eau, de médicaments à Gaza depuis l'Égypte. De son côté, la France compte désormais 24 ressortissants tués, 7 Français toujours portés disparus. Depuis le 7 octobre, Paris a fait rapatrier aussi 3500 Français d'Israël. Et on en parlera bien sûr dans notre grand débat du jour dans une dizaine de minutes. Deuxième mot, évacuation, elle se multiplie après des alertes à la bombe. On en est désormais à plus d'une dizaine d'aéroports évacués, au moins 11 aujourd'hui après des alertes à la bombe, comme ici par exemple à Toulouse. Toulouse, mais aussi à Bordeaux, Lyon, Nantes, Lille, Beauvais, Pau, avec des conséquences en cascade, des avions déroutés, retardés, des terminaux évacués, le temps de lever les doutes. Au-delà des aéroports, le château de Versailles, donc on est à sa 3e évacuation en quelques jours. Déjà, le ministre de l'Éducation nationale pestait avant-hier contre ce bilan de 168 fausses alertes à la bombe dans les établissements scolaires depuis la rentrée. Et puis, 3e mot, perturbation. Le ministère de l'Éducation nationale dresse un nouveau bilan des hommages perturbés aux professeurs assassinés. Un bilan fortement revu à la hausse, 357 perturbations et contestations lors des temps d'hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty. Annonce tout à l'heure par un communiqué du ministre de l'Éducation nationale. Dans un premier temps, hier, Gabriel Attal avait annoncé moitié moins. 179 saisines du procureur de la République pour engager des poursuites contre ses élèves. 179 procédures disciplinaires qui partent également. Et pour les cas les plus graves, plusieurs dizaines d'entre eux qui relèvent de l'apologie du terrorisme, je le dis, j'ordonne ce jour l'exclusion de ces élèves dans l'attente des procédures disciplinaires qui se tiendront. À un moment, la tolérance, ça va. La bienveillance, ça va. Merci. Et le pas de vague, c'est fini. 375 donc perturbations finalement, bilan revu à la hausse après ces nouvelles remontées des établissements scolaires. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le grand débat du jour avec Joe Biden en visite en Israël au soutien des victimes du Hamas. Il prend aussi le côté forcément d'Israël, chose qu'il fait que font les États-Unis depuis des années. Est-ce que finalement les États-Unis sont-ils les meilleurs alliés d'Israël ? 0826 300 300 et la question que l'on vous pose sur notre compte Twitter, Joe Biden peut-il faire office de médiateur? Pour l'instant vous dites oui à 85%. Non, à 85%. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver encore aujourd'hui avec Philippe David et bien entendu nos vraies voix du jour qui sont à côté de nous, très heureux, très au taquet, envie de débattre. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole, Olivier D'Artigol, éditorialiste politique, et Michael Sadoun, chroniqueur et consultant. Et vous, au 0826 300 300, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur différentes plateformes, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, un petit peu partout. Nous sommes omniprésents pour vous donner la parole. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour.
Joe Biden qui est en train de rejoindre le sol israélien. Je suis ici pour une raison très simple. Je veux que le peuple israélien sache que les États-Unis sont solidaires d'Israël. Il a envoyé 2 porte-avions. Il a une enveloppe budgétaire de 10 milliards de dollars pour les besoins sécuritaires d'Israël. Ce soutien et ce message fort que vous envoyez à nos ennemis est de ne pas tester notre détermination. Je parle au nom du peuple israélien lorsque je dis merci, Monsieur le Président, merci de vous être montré solidaire aujourd'hui et pour demain. Merci. Et Joe Biden est arrivé en Israël. Le président des États-Unis vient apporter son soutien à l'État hébreu après l'attaque sanglante du 7 octobre. Il espère aussi faire entrer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et permettre la libération d'otages. Arrivé au lendemain de l'explosion meurtrière à l'hôpital de Gaza pour laquelle les 2 camps se renvoient la balle, Joe Biden apporte son soutien à la version israélienne, Philippe. Oui, et est-ce que pour vous, la visite de Joe Biden peut faire baisser les tensions ? Est-ce que les États-Unis peuvent servir de médiateurs alors qu'ils sont considérés comme le principal allié des États-Unis ? L'envoi d'un second porte-avions américain plus 2000 troupes de débarquement qui sont en route, qui viennent de partir du Koweït, est-ce que c'est un symbole fort ? Quoi que vous en pensiez, on attend vos appels au 0826 300 300. Et pour le moment, sur Twitter, vous êtes 85% à penser que Joe Biden ne peut pas faire office de médiateur au Proche-Orient. Notre expert du jour est avec nous, Frédéric Ancel, professeur à Sciences Po Paris et auteur de Atlas géopolitique d'Israël aux éditions Autrement. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Bonsoir. Petit tour de table avec vous, Philippe Bilger, à cette question. Est-ce que finalement Joe Biden peut-il faire office de médiateur ? Alors je dirais, ça me semble, pardon de présumer la réponse évidente, il ne pourra pas être un médiateur officiel dans le conflit qui a lieu en ce moment. En revanche, on s'est suffisamment moqué de lui, et moi le premier, pour des bêtises, des bévues, des sénilités dérisoires, pour que je ne rende pas d'une certaine manière hommage à ce président qui, dans la gestion des crises internationales, ne manque pas de courage. Parce qu'au fond, il va là-bas, il ne joue pas le médiateur, mais il essaye de tenir, peut-être maladroitement, parce que c'est difficile, une balance à peu près égale entre la barbarie d'un côté et le souci de l'humain de l'autre, l'hôpital, le sort de ceux qui vont souffrir instrumentalisés par le Hamas. Et donc j'espère qu'il pourra être, sinon un médiateur officiel, du moins un auxiliaire officieux de quelque chose qui pourrait ressembler à une forme, je l'espère, un jour, de pacification. Olivier d'Artigol. Il y a en effet la visite du président américain qui est un moment important. Il y a eu avant les initiatives et les contacts pris par le secrétaire d'État américain, qui a aussi commencé à planter un décor de relations diplomatiques, dans bien sûr un soutien historique des Américains pour l'État d'Israël, et avec quand même une parole venant des États-Unis, posant aussi la question de l'exigence d'un couloir humanitaire, de limiter les pertes civiles palestiniennes. Il faut donc voir comment tout cela évolue dans les prochains jours. Mickaël Sadoun. Moi, je pense que la personnalité de Joe Biden, et en effet, ça a été dit, plutôt mesurée. Il est certainement de nature à s'interposer entre les deux, à ménager la chèvre et le chou. Mais le problème, c'est que les événements vont le prendre dans des jeux d'alliance qui le forcent à se positionner. On a bien vu déjà qu'avec l'incident sur l'hôpital de Gaza, sa visite en Jordanie, où il devait rencontrer normalement Al-Sisi, Mahmoud Abbas et le roi de Jordanie, a été annulée. Donc je pense que c'est malgré lui qu'il sera pris dans des engrenages géopolitiques qui, à mon avis, le dépassent. Je pense que c'est la même chose d'ailleurs pour les dirigeants arabes qui parfois se doivent vis-à-vis de leur population elle-même de témoigner une solidarité vis-à-vis des Palestiniens et parfois même du Hamas, malheureusement. Oui. Depuis 1948, Frédéric Ancel, les États-Unis sont un allié très spécial pour Israël. Non, pas depuis 1948. Depuis 1978. On fait très souvent le contresens. De 48, 49, 50 à 67, les armements israéliens sont français. L'allié de la France, l'allié d'Israël à partir de 55, 56, 57 et jusque y compris en 67, contrairement à ce que croient beaucoup de gens autour de l'allocution de Gaulle en 67, c'est la France.
Et les États-Unis n'interviennent que dans les années 70, et encore, en 73, il y a 50 ans, en pleine guerre du Kippour, Kissinger vient effectivement soutenir Israël, mais enfin, le soutien n'est pas du tout inconditionnel, et Golda Meir, d'ailleurs, s'en plaindra amèrement. Donc je vous dirais qu'il y a une évolution dans le sens de l'alliance, ça c'est tout à fait évident, aujourd'hui c'est une certitude, mais statutairement, c'est vraiment les accords de paix tripartites du Camp David de 1978 qui fondent cette alliance politique et militaire. Philippe Bilger veut réagir. Monsieur le professeur, est-ce que faut-il, pour avoir une chance d'être entendu par les deux parties, tenir une balance apparemment égale entre Israël et le Hamas, ou bien peut-on, comme Joe Biden, espérer avoir un rôle de pacification lorsque clairement on a choisi un camp tout en négligeant pas l'humain de l'autre côté? Alors moi je vous dirais que c'est ni l'un ni l'autre. Je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure. Biden, en dépit de ses absences physiologiques ou neurologiques ou que sais-je encore, fait pour l'instant sur l'Ukraine, sur Taïwan et en l'occurrence sur cette crise-là, sans faute, au sens géopolitique du terme. Après, on peut être d'accord ou pas avec sa politique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qu'il dit en venant en Israël, outre évidemment le soutien à son allié, flanqué d'ailleurs de deux porte-avions géants, bon, très bien, ça se fait quand même pas tous les jours. D'ailleurs, je me permets de vous faire remarquer que c'est la première fois depuis 1945 qu'un président américain atterrit dans sur une piste d'atterrissage d'un aéroport soumis à des tirs de roquettes et de missiles. Ça ne s'est jamais vu, pour aucun allié. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, évidemment, il est là pour soutenir Israël. Mais il est là aussi pour dire aux Russes qui sont à moins de 200 km. Il y a une base aéronavale à Tartus en Syrie, et l'espace aérien syrien, il est sillonné de Sukhoi russes. Mais également à l'Iran, enfin à la Chine, que les États-Unis sont de retour. Et au fond, ça lui coûte pas grand-chose de le faire, notamment parmi des alliés, parce qu'effectivement, ça a été rappelé il y a un instant, il a envoyé Anthony Blinken faire une tournée dans la région. Enfin, dernier point, si je peux me permettre, il n'y a pas aujourd'hui c'est même pas une question de comparaison, il n'y a pas deux interlocuteurs. Les Israéliens ont décidé de changer de paradigme. Je ne sais pas s'ils réussiront à le faire, mais pour les Israéliens, le Hamas est mort, c'est fini. Ils vont entrer dans quelques jours ou dans quelques semaines à Gaza pour aller jusqu'au bout. Encore une fois, je ne sais pas s'ils réussiront, et je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien ou que c'est mal. Mais pour travailler sur Israël depuis 1986 et pour enseigner ce conflit à Sciences Po depuis 30 ans, je peux vous dire que je n'ai jamais vu, lu, entendu, ressenti les Israéliens, aussi déterminés, aussi en rage, mais jusqu'à l'extrême gauche de Shalom Arshav, jusqu'aux ultra-orthodoxes, qui ne sont même pas l'armée habituellement. Et aussi, comment dirais-je, attentif à ce que ce soit, cette fois, quitte à ce qu'il y ait encore des pertes civiles ou militaires, la der, la dernière contre. Donc moi, je pense qu'on n'est pas dans un schéma entre les deux, on va essayer de favoriser l'un ou l'autre. Pour les Israéliens, et je pense que c'est vrai aussi pour les Américains et peut-être certains pays arabes hostiles aux frères musulmans, le Hamas, c'est fini. Il ne sera pas un interlocuteur. Avec quand même, monsieur le professeur, un allié historique des Américains, à savoir Benjamin Netanyahou, affaibli, parce que l'unité israélienne se fait aujourd'hui derrière Tsahal, se fait derrière le drapeau. Mais il y a dans la société civile israélienne et dans la classe politique jusqu'au centre droit déjà un début j'ai envie de dire de colère, de mécontentement, de demande d'explication concernant ce qui s'est passé au cours de la dernière période, notamment avec le gouvernement qui ose faire depuis un an. Alors non seulement j'abonde dans votre sens, mais je vais plus loin. C'est pas le début, c'est la continuation de l'exaspération d'une grande partie de l'opinion, et c'est passé ces derniers mois, notamment par la contestation de la réforme institutionnelle. Mais surtout, les Israéliens, même, vous avez raison, jusqu'à la droite, on va dire traditionnelle israélienne, peut-être même un peu plus, considèrent que ce gouvernement a failli, à force de compter en son sein des extrémistes d'une part, des incompétents d'autre part, et pour une bonne partie d'entre eux, les deux. Et ça, c'est pour les Israéliens, c'est
impardonnable. Et donc, on va beaucoup plus loin que ce qui s'était produit avec ce qu'on appelle en hébreu le merdal, c'est-à-dire la faillite ou l'impéritie de Golda Meir, des renseignements militaires et de Moshe Dayan en 73, parce que cette fois-ci, les Israéliens ont subi un gigantesque pogrom, et en l'occurrence sur leur propre sol, alors que le gouvernement s'occupe, pour le Premier ministre, d'échapper à la prison, 2, pour les ultra-orthodoxes qui ne font pas l'armée, de prendre toujours plus d'argent pour leur yeshivot, donc des institutions religieuses, et 3, des extrémistes comme Ben Gvir qui n'ont même pas fait l'armée, qui sont mais des encore une fois, des fanatiques au dernier degré, mais qui n'ont même pas de compétences militaires. Donc je vous dirais que, je finis avec ça, je dirais que va s'installer dans les prochaines semaines une commission d'enquête, et vous savez, contrairement à un pays que je ne nommerai pas, les commissions d'enquête en Israël, c'est pas fait pour enterrer un problème. Les commissions d'enquête en Israël, mais elles font chuter des gouvernements. C'est clair. Michael Sadoun. Bonjour Monsieur Ansel, merci beaucoup de votre intervention. Je vous ai écouté avec intérêt. Je suis assez d'accord avec vous, surtout sur Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, même si je pense que momentanément, il y a eu une unité relative politique qui s'est faite, notamment parce que Benny Gantz a su rallier le gouvernement Netanyahou d'urgence, même si Yair Lapid a pour le moment refusé de le faire. Benny Gantz, c'est le patron d'un parti centriste, ancien chef d'état-major de l'armée, parce que tous les auditeurs ne le savent pas. Exactement, du parti Kahol Lavan, qui est le parti de centre-droit là-bas. D'accord. Moi, c'est une autre question, et peut-être un peu polémique, que je voulais vous poser. Mais est-ce que vous pensez, comme certains observateurs, et même comme beaucoup de gens à qui je parle, que la situation n'aurait pas pu se produire si Trump avait été au pouvoir aux États-Unis? Est-ce que vous pensez que sa brutalité naturelle aurait été de nature à détourner le camp composé par l'Iran, le Hezbollah et le Hamas des attaques contre Israël? Alors, c'est une question, elle n'est pas polémique, mais elle est très difficile parce qu'on ne refait pas l'histoire, comme vous le savez. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, je voudrais vous citer Aaron, d'ailleurs, qui nous a quittés hier, il y a quelques décennies pile, mais qui disait attention à l'illusion rétrospective de la fatalité. D'abord, le problème avec Trump, c'est qu'il était complètement imprévisible. Donc c'est même pas qu'il soit de droite, de gauche, brutal ou pas brutal, ou rouge ou vert ou brun, c'est qu'il était imprévisible. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas du tout ce qu'il aurait fait, je ne sais pas si l'axe dont vous parlez à juste titre se serait composé, mais j'ai quand même juste un élément de réponse, je le dis rapidement. En 2015, le 14 juillet 2015, un accord sur le nucléaire potentiellement militaire de l'Iran avait été signé par les 5 grands, plus l'Allemagne. Trump s'en est retiré en 2018, et donc, quelque part, il a fragilisé l'opposition internationale, d'ailleurs, parce que Moscou et Pékin avaient exercé aussi des pressions sur l'Iran, sur le nucléaire. Mais il a considérablement fragilisé cela, et il a poussé les extrémistes qui du coup sont revenus, ils n'ont jamais vraiment quitté malheureusement, mais qui se sont renforcés à la tête du pouvoir de la République islamique à Téhéran. Et aujourd'hui, malheureusement, on est dans une situation où le rapport de force, finalement, quelque part, est plus favorable à l'Iran et à ses alliés dans la région. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Philippe si, monsieur le professeur, pour continuer sur l'interrogation très intéressante de Michael Sadoun, est-ce que précisément la psychologie d'un Trump, dans la mesure où il détestait rien tant que le consensus qui s'était établi autour de certaines évidences, ne l'aurait pas conduit justement à adopter la politique contraire à Joe Biden? Alors, attention, de quelle politique contraire parlons-nous? Vis-à-vis d'Israël, non, parce que Trump lui-même se fichait complètement d'Israël. Je pense qu'il ne fallait pas vous placer sur une carte. En revanche, il était extraordinairement soucieux des évangéliques. Et vous savez, il y a 96 millions d'évangéliques aux États-Unis, c'est exponentiel, comme d'ailleurs dans les autres Amériques et une grande partie de l'Afrique et de l'Asie orientale. Et les évangéliques, pour faire extrêmement court, pour l'essentiel en tout cas de leur congrégation, sont tout à fait favorables au sens théologique du terme à Israël et notamment plutôt aux nationalistes religieux israéliens. Et ça, il en a toujours tenu compte. Et c'est la raison pour laquelle il avait proposé son deal du siècle qui était ni fait ni à faire, mais en tout cas qui était très favorable à Netanyahou. Donc encore une fois, je ne peux pas vous répondre parce que c'est une question quelque part rétrospective. En fait. Frédéric Ansel, une question courte pour une réponse courte. 2000 troupes de débarquement américaines ont quitté le Koweït pour aller rejoindre la 6e flotte américaine en Méditerranée. Est-ce que pour vous, une intervention militaire américaine au sol, c'est plausible ? Je pense que ce n'est pas plausible. En revanche, démonstration de force, vos forces, c'est l'un de mes adages favoris en géopolitique depuis toujours. Et là, il s'agit de dire aux Russes, aux Iraniens, au Hezbollah, surtout au Hezbollah, vous ne bougez pas. Et je pense que c'est ce qu'ils feront, ils ne bougeront pas.
Merci beaucoup, Frédéric Ancel, d'avoir été avec nous, professeur à Sciences Po Paris et auteur d'un atlas géopolitique d'Israël aux éditions Autrement. Vous restez avec nous dans quelques instants, le quiz de l'actu, avec nos vraies voix qui ont l'air d'être en forme. Tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec nous aujourd'hui pour nous accompagner, et je peux vous assurer qu'on est très content de les avoir, Philippe Bilger est avec nous. Ça va, Philippe Bilger? En pleine forme. Vous êtes content de voir Olivier d'Artigol ou pas? Ah, mais je l'adore. Ouais, c'est vrai. Et puis Michael Sadoun, j'ai craint un mouvement de jalousie, mais je l'aime beaucoup. Ouais, finalement, je l'aime beaucoup. Finalement. Voilà. C'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'il nous dit exactement le contraire quand ils sont pas arrivés. Non, c'est pas vrai. Le jour où vous me verrez mentir, mon cher Philippe, j'ai même dit du bien de vous. Le nombre de fois, vous avez dit que vous n'aviez pas triché. Vous ne trichiez pas. Il a même dit du bien de vous une fois qu'il pensait. C'est ça qu'il voulait dire. Exactement. Mais une seule fois. Une seule fois, comme en Belgique. Une fois pour toutes. Allez, tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et chers messieurs, vous allez pouvoir répondre à cette question. C'est une question qui c'est qui l'a dit. Alors, on est calme, on est zen, on est calme et on essaye d'être audible. Et dans la loi immigration, nous rétablissons la double peine. Quand vous êtes un étranger délinquant, vous serez expulsable, pardon. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui a dit ça? Marlex, Rotaillot. Non, là, il vous fait. Faites la liste du Parlement. Non. C'est pas LR. Non. Mais non. Un Renaissance. Le Fèvre. Ah ben ça y est, Houlier. Bonne réponse. Houlier qui était au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Ah ben écoutez, ça fait un point pour Philippe Bilger. Non mais Olivier d'Artigol, là c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi, c'est la rapidité. Et c'est indiscutable, Olivier, indiscutable, franchement. voilà, c'est ça. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? Plus il y a de lois, plus il y a d'immigration. Le référendum permettra d'affranchir la France de jurisprudence européenne qui empêche l'expulsion d'étrangers dangereux. Ciotti. Bonne réponse. Puisqu'ils sont sous le référendum. Mais comment il se la raconte, Olivier d'Artigol? Il balance le truc, après il se regarde. Je suis content de mon succès derrière. C'est pas discutable. Même moi, je peux pas. Et qui c'est qui l'a dit? Xi Jinping est mon cher ami. Poutine. Bah non, le plus rapide. Oh non, j'étais. Non. Pour le coup, c'est d'Artigol. Ah non, Olivier d'Artigol a été plus rapide. Tout coquet, ma filia. Non. Votre latin est pas terrible. Non, mais pour une fois. Mais en plus, vous voyez bien que vous trichez, Philippe, parce que vous avez dit que c'était Michael Sadoun alors qu'il n'a pas dit un mot. Excusez-moi, j'ai entendu la voix de Michael Sadoun. Donc si je me mets à entendre des voix, c'est plutôt mauvais signe. Allez, Jeanne d'Arc, on y va. Qui c'est qui l'a dit? Je demande aux industriels comme aux distributeurs de penser aux Français. C'est ce qui m'anime tous les jours. On va terminer la citation. Moins 20. Il est sympa. Non, on peut le dire, ça n'a pas été précisé. On attend la fin de la question, mon cher Olivier. Mais ça n'a pas été. Mais Olivier d'Artigol. Je suis insomniaque. Olivier d'Artigol, vous êtes un mauvais joueur, sachez-le. On ne vous reproche pas de savoir, mais vous le dites trop vite. Bon, j'attends la fin de la question. Et ça commence à se voir que vous êtes mauvais joueur. Allez, qui c'est qui l'a dit au sujet des primaires à droite? Comme je l'ai dit une fois, je suis plutôt de droite, comme je suis plutôt pour la sélection. Sarkozy. Non. Wauquiez. Non, pour la sélection. Lisnard. Pour la sélection. Bonne réponse de Michael Sadoun. On est sympa, Olivier et moi. Michael Sadoun qui ouvre son compteur. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Regardez comme il est vexé, d'Artigol. Il a fait bonjour. C'est vrai, t'as raison. On est sympa, Michael. C'est gentil de me laisser. Alors, excusez-moi, ne croyez pas un mot de la générosité de Philippe Bilger ou qui c'est qui l'a dit. Qui c'est qui l'a dit? Le Hamas ne représente pas le peuple palestinien qui souffre. Biden. Bonne réponse d'Olivier d'Artigol. Ils ont été plusieurs à le dire. Mais dernièrement, c'est Biden. Parce que ça fait consensus. C'est l'intervention de Biden. Alors celle-là, elle est énorme de Philippe Bilger. Ils ont été comme il a perdu, il a dit ils ont été plusieurs à le dire. Mais le compte, c'est que c'est vrai. Ah bon, d'accord. Mais c'est indiscutable. Vous avez des preuves? Oui. Qui l'a dit? Philippe Bilger l'a dit. Aurore l'a dit, qui fait le web de l'émission. Aude l'a dit, qui fait le standard. Tout le monde l'a dit. Voilà, tout le monde l'a dit. Allez, qui c'est qui l'a dit? Oh, moi, je vous adore quand vous êtes de mauvaise foi, comme ça me fait tellement rire. Monsieur Benzema est en lien, on le sait tous.
Ah bah, non, on ne peut pas. J'allais le dire. Mais j'en ai assez que d'aucuns ne respectent pas les règles. Et ça me pénalise. Donc je me sens quand même un peu visé. Donc, et ça me pénalise. Non, mais là, on peut même plus jouer. Il faut arrêter de donner une prime. Ah, mais en plus, il va nous donner Philippe Bilger, vous êtes autant de mauvaise foi qu'un arbitre anglo-saxon de rugby. Est-ce que ma réponse est juste? Oui, elle est juste. Mais j'ai pas envie de vous mettre le point. Alors, mais je le mettrai quand même. Si vous permettez, je vais finir la phrase. Monsieur Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Voilà, c'est Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Allez-y, Philippe. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit au sujet du moratoire du Parti Socialiste avec la NUPES? Un moratoire, c'est illisible. Hidalgo. Non. Illisible. Rossignol. Non. Mais illisible, c'est pas son nom de famille. Corbière, Cazeneuve. Bonne réponse. Non. Excellente réponse. D'accord. Olivier d'Artigol, vous avez dit. Cazeneuve. Vous êtes sûr? Oui. Et c'est Cazeneuve. Mais c'est un opposant. C'est un opposant fort qui est. D'accord. Oui. Et vous avez dit ça au hasard ou ça sort de votre petite tête? Non, j'ai réfléchi un peu le microcosme politique qui aurait pu dire ça. Et au milieu, il y a Cazeneuve ou Delga. Donc c'est pas compliqué. Et vous êtes sûr de la réponse? Absolument. Ah oui, absolument. Aujourd'hui, c'est. Mais qu'est-ce que vous avez alors mettre en doute? Le climat est très mauvais. Il y a une ambiance de tension. J'ai décidé de trouver tous les moyens pour contenter celui qui gagne. Vous continuez comme ça et je vous appelle Ben O'Keefe dans 5 minutes. Arrêtez ou je fais évacuer la salle. Voilà. Et allez, qui c'est qui l'a dit? Ce sera la dernière question du jour. Jean-Luc Mélenchon est l'allié objectif de l'islamisme. Alors ça, si vous le trouvez, mais alors je vous le dis. Pourtant, c'est un homme politique de premier plan. C'est pas gagné. Oui, l'allié objectif de. Oui, mais je le sais, c'est pas Marine Le Pen. Je l'entends encore. Dans l'exécutif? Non. Pas Bardella? Non. Enfin, à la tête d'un exécutif régional. On vous aide. Bonne réponse de Mickaël Sadoun. Laurent Wauquiez, président LR de la région. Score final, 5 pour Olivier d'Artigol, 2 pour Mickaël Sadoun, 2 pour Philippe Bilger. Seulement 2 Philippe Bilger? Mais non, mais je comprends pas. Il a tellement parlé. Allez, je remets le prix mercredi prochain. Bonne semaine. Il a été très fort. Allez, vous restez avec nous dans 10 minutes, le tour de table de l'actu. De nos vraies voix. Philippe, avec vous, on parle de quoi, Philippe Bilger? On parle de Mediapart et on se demande si Mediapart est sadique. Avec vous, Mickaël Sadoun, on parle de quoi? On va parler de la montée de l'antisémitisme et de la réaction tardive de la gauche en France. Et avec vous, Olivier d'Artigol? 49.3 sur un budget légal, mais est-ce raisonnable? Votre numéro, vous le connaissez, 0826 300 300. On vous attend pour une réaction. À tout de suite. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pour vous accompagner aujourd'hui, Philippe Bilger est avec nous, Olivier d'Artigol, éditorialiste politique, et Mickaël Sadoun, consultant, et devenu éditorialiste aussi à Sud Radio, et joueur de rugby, accessoirement. Et vous, au 0826 300 300, allez tout de suite le top clic de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Bonsoir Félix, de fausses alertes à la bombe, mais une vraie grosse colère du ministre de la Justice. Au moins 11 aéroports perturbés, évacués. Alerte attentat à l'aéroport de Toulouse. Des avions déroutés, des passagers inquiets, retardés, un garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, excédé. Ces petits plaisantins, ces petits guignols qui s'amusent avec ces menaces, fausses en l'occurrence, ils seront retrouvés, punis. Les peines d'emprisonnement que prévoit le code pénal, c'est évidemment des peines lourdes. C'est 3 ans d'emprisonnement. Et je veux dire aussi aux gamins qui s'amusent à faire ça, qu'ils seront également retrouvés, qu'ils seront également punis et que leurs parents seront tenus de rembourser les dommages et intérêts qu'ils auront causés. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'agitateurs, de psychoses par les temps qui courent. Et oui, le ministre de la Justice, qui a sans doute écouté Cécile de Ménibus, finalement posait la question de la peine encourue l'autre jour dans Les Vraies Voix, quand on parlait des 168 fausses alertes à la bombe dans les établissements scolaires depuis le début de l'année, jusqu'à 3 ans de prison, donc sans compter les dommages et intérêts. D'ailleurs, pour se préparer au décor carcéral, Éric Dupond-Moretti a poussé ce coup de gueule en marge d'une visite à Fleury-Mérogis. En tout cas, aujourd'hui, le château de Versailles a lui aussi été évacué pour la 3e fois en une semaine, là aussi à cause d'une fausse alerte. Et tout ça, évidemment, et c'est là le
les plus graves 5 jours après l'assassinat de ce professeur à Arras. Et dans les top tendances ce soir sur les réseaux sociaux, on trouve aussi le 49.3. Et oui, alors que les débats sur le budget venaient à peine de commencer, Elisabeth Borne a déclenché donc le 49.3 sur la première partie du budget. Et ça, ça agace fortement la députée LFI Clémence Guettet. Son collègue Loïc Prud'homme aussi fustige, je cite, la faillite démocratique de la minorité présidentielle. Les Insoumis annoncent donc une énième motion de censure en réponse à cet énième 49.3. On va y revenir avec le tour de table d'Olivier d'Artigol tout à l'heure dans les vraies voix. Dans les top tendances, on trouve aussi évidemment Israël attaque ou Gaza toujours ce soir, mais aussi NUPS, vu qu'il y a de l'eau dans le gaz, ça aussi on en reparle dans le coup de projecteur après 18h30. Et moi, j'ai envie de pousser un coup de gueule léger qui me permet en même temps de rendre hommage à une de mes idoles, Louis de Funès, puisque vous entendez la musique. Il y a 50 ans aujourd'hui, le 18 octobre 1973, sortait Rabbi Jacob, un film qui allait être un succès sur les 5 continents. Alors mon coup de gueule de cœur pour Rabbi Jacob, c'est un coup de gueule, puisque Danielle Thompson, sa fille, voulait faire la suite qui s'appelait Rabbi Jacqueline. Mais elle a dû y renoncer au printemps dernier, je cite, parce qu'il n'y a plus la liberté qu'il y avait à l'époque, il ne faut faire très attention à ne pas heurter les sensibilités. Alors je regrette que le politiquement correct fait qu'on ne puisse plus faire un nouveau Rabbi Jacob qui a fait rire dans le monde entier, qu'on soit blanc comme Victor Pivert, industriel à Paris, noir comme la mariée, juif comme Salomon, ou même si on a le teint mat, la peau huileuse et des petits yeux cruels comme Farès. On ne parlait pas de vivre ensemble, mais qu'est-ce qu'on riait ensemble. Une époque malheureusement révolue. Michael Sadoun, vous êtes juif ? Oui. Salomon. Vous êtes juif. Écoutez, mais votre oncle qui vient des États-Unis, il est rabbin, mais il n'est pas juif. Exactement. Je suis entièrement d'accord. Moi, je suis absolument contre l'offuscation par des communautés de représentation dans les films, et je pense même que ce genre de film a fait du bien et a même noué des ponts. Vous savez, il y a parfois des monuments culturels qui tissent des liens, et beaucoup de Français qui parfois n'ont jamais rencontré un juif de leur vie connaissent la communauté juive via Rabbi Jacob, ou La Vérité si je mens. C'est peut-être partiel, c'est peut-être imparfait, mais ça permet en tout cas de se faire une idée, de tisser des liens d'amitié. Et je crois d'ailleurs que Louis de Funès, rire de soi-même. Bien sûr, de rire de soi-même. Et je crois que Louis de Funès lui-même avait changé d'opinion sur les juifs, absolument, notamment pendant le tournage de Rabbi Jacob. Donc vous voyez comme ça peut servir. Ouais. Je suis frappé de voir à quel point Louis de Funès, qui fait l'admiration de Philippe David, à une certaine époque ne faisait pas rire. Ouais, c'est fou. Hein. J'ai entendu des jeunes regarder, ça ne les fait pas rire. Hein. C'est général. Et d'autres, parce que c'est un jeu de grimaces, quoi. C'est c'est plus que ça. Ouais, oui, non, mais j'exagère, bien sûr. On dit beaucoup de choses. Pour me faire bien comprendre. Vous ne trouvez pas qu'Olivier d'Artigol, il est un peu palo? Ouais. En écoutant Philippe David, je me suis remémoré. D'ailleurs, c'était un très beau billet. Merci. Cette semaine. Mais je me suis remémoré les films, les pièces de théâtre, les chansons qui peut-être aujourd'hui on hésiterait à les citer ou à les produire ou à surtout les écrire. Oui, absolument. Donc c'est une nostalgie malheureuse. Et comme dirait Louis de Funès, billet dans Causeur. Et Louis de Funès vous aurait dit merci beaucoup. Vous savez quoi, je vais vous donner 2 Shabbats la semaine prochaine. Yes. Allez, restez avec nous. On revient dans un instant avec le tour de table de l'actu avec Philippe Bilger. On parle de quoi avec vous? Mediapart est-il sadique? Avec vous, Michael Sadoun. La montée de l'antisémitisme et la réaction tardive de la gauche. Et Olivier d'Artigol. 49.3 sur un budget, c'est bien raisonnable. On en parle dans un instant. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. 0826, c'est le numéro 26, pardon, 0826 826. 300. Ah bon, j'ai dit quoi? 826, 826. Il pouvait appeler. 0826. Le bureau que vous avez demandé n'est plus attribué. 300, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes très bien accompagnés aujourd'hui avec Philippe David, bien sûr, et les vraies voix. Philippe Bilger est avec nous, Michael Sadoun aussi, consultant et oui, commentateur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de vous de plus? Vous êtes allé jusqu'à éditorialiste. Éditorialiste, c'est pas mal. On peut y aller. Rugbyman. Et rugbyman. Très récent. Pilier, moi je dirais pilier. Et Olivier d'Artigol, bien entendu, éditorialiste politique. Et tout de suite, le tour de table de l'actu, j'ai envie de dire. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité.
Et Philippe Bilger voulait parler du sadisme de Mediapart, enfin à votre avis. Oui, absolument. Vous savez, dans la mesure où je suis un féministe modéré, je suis tout de même en faveur des effets très positifs du mouvement MeToo, et Mediapart se fait assez régulièrement l'écho d'un certain nombre de plaintes contre des personnalités connues. Les personnalités connues intéressent beaucoup Mediapart. Et à propos de Nicolas Bedos, il y a deux choses qui m'ont frappé. D'abord, je ne parviens pas à comprendre ce que j'appellerais la lâcheté de certaines femmes qui attendent qu'une première plainte ait été déposée contre un homme connu pour se dire après tout pourquoi j'irai pas. Et elles viennent dans la foulée, dans la suite, avec du retard, comme si elles avaient eu peur initialement de le faire. Et deuxième élément, Mediapart, je trouve à une manière, j'oserais parler du supplice de Tantale ou du supplice de Plenel, parce que il présente une première plainte. On attend un peu, et puis après ils nous annoncent d'autres plaintes, d'autres doléances, d'autres réclamations, et pour quelqu'un comme Nicolas Bedos, s'il est coupable des agressions, des vulgarités qu'on lui reproche, je trouve que c'est une forme de torture que Mediapart, qui dispose de tout de suite, sorte son paquet, comme ça on peut se défendre, et son offensive n'est pas moins probante. J'entends, je suis d'accord sur pas mal de dimensions. Pour autant, je continue à préférer notre société depuis MeToo qu'avant MeToo, tout en étant sensible aux excès que vous évoquez, cher procureur. Et concernant Mediapart, il faut aussi leur reconnaître le fait qu'ils ont sorti des affaires, notamment politico-judiciaires, qui ne seraient peut-être pas sortis. Donc tout ça est affaire de mesure, bien sûr, et on peut critiquer le travail qui est fait, mais ça reste une rédaction qui a fait son travail d'investigation sur bien des sujets. Je croyais que c'était Michael l'équilibre. Je vais être un peu moins équilibré parce que, évidemment, sur le sujet de MeToo, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est bien que les femmes puissent dire quand elles ont vécu des situations inconfortables ou carrément déplacées, voire même dangereuses pour elles. Je pense qu'il y a une tonne d'hommes qui se comportaient comme des porcs, il faut le dire, parce qu'ils avaient des positions de pouvoir et qu'ils en abusaient à l'époque. Je suis très content que ça ait changé. Mais après, sur les méthodes de Mediapart, alors Olivier, évidemment, ils ont sorti des affaires, mais je distinguerais l'utilité d'une affaire comme les costumes de Fillon. Bon, en l'occurrence, c'est pas Mediapart, c'est le Canard enchaîné. Mais je distinguerais l'utilité de ce genre d'affaires qui a parfois décrédibilisé la classe politique et qui a rompu un lien de confiance, je dirais, entre la population et certaines élites politiques, parfois pour des histoires, franchement des histoires de slip, il faut bien le dire. Et ensuite, sur les méthodes de Plenel, c'est aussi hyper contestable, parce que non seulement il y a des affaires sur lesquelles il s'est gouré complètement, et du coup des gens ont vu leur vie professionnelle totalement détruite pour des mensonges et pour du buzz, mais surtout les accointances de Plenel avec la justice et la police sont pour le moins obscures. Donc voilà. Et puisque vous avez la parole, Michael Sadoun, vous vouliez revenir sur tous ces actes antisémites. Oui, depuis le 7 octobre, évidemment, il y a eu de grandes manifestations de solidarité, à mon avis assez générales en France, envers ce qu'avait vécu Israël, mais aussi vis-à-vis des Juifs de France. Et pour cause, c'est que les actes antisémites ont explosé depuis le 7 octobre. C'est 327 actes antisémites qui ont été recensés en France. Il y a eu des milliers de signalements sur la plateforme Pharos. Et pour vous donner un peu une idée, parce que j'aime bien donner une idée des proportions, ça représente pour une année normale normalement 6 mois d'actes antisémites, concentrés sur 10 jours, à peine quelques jours, voilà, concentrés sur 10 jours. Donc c'est une explosion incroyable. Évidemment, ça entraîne une solidarité, et c'est tant mieux, dans les prises de parole, et ça va de la droite la plus radicale à la gauche, et on a vu beaucoup d'interventions de Sophia Aram et autres sur ce sujet-là. Mais simplement, et sans faire de mauvais procès aux gens, parce qu'on ne refuse pas une main tendue et que les nouveaux amis sont aussi les bienvenus, où étaient ces gens-là pendant des années? Parce que ça ne date pas d'hier que l'antisémitisme est lié au conflit israélo-palestinien. Ça ne date pas d'hier que les banlieues se sont vidées de leurs juifs, parce qu'il y a notamment un communautarisme islamique qui s'y est développé et qui est naturellement hostile aux juifs. Ça ne date pas d'hier que l'antisémitisme aujourd'hui est beaucoup plus à gauche
qu'au Rassemblement national ou que sais-je. Ces gens-là se sont concentrés pendant des années sur de faux ennemis pour se donner des postures totalement imaginaires dans le débat politique. Aujourd'hui, ils ont ouvert les yeux. J'espère que cette ouverture sera pérenne dans le temps, parce que je fais quand même attention aux effets de buzz et aux opportunismes politiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile en 2023 de partager du Sophia Aram ou du Delphine Orwiller. C'était beaucoup plus difficile en 2002 de soutenir Georges Bensoussan qui écrivait Les Territoires perdus de la République, dans lesquels il dressait un constat extrêmement précis sur la situation des Juifs et de l'école dans les banlieues. Donc, tant mieux si ces gens... Ce qui lui avait valu d'être blacklisté dans beaucoup de médias. Tout à fait. Tout à fait. Et le risque que ça a représenté pour des tonnes de personnes qui dénonçaient exactement les mêmes méfaits a été considérable. Donc maintenant, ces gens-là ont retrouvé une partie de leur courage. J'espère qu'ils le garderont. Olivier d'Artigol ? Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Ça, au moins, c'est rapide. Philippe Bilger. Mais bien sûr, Michael, vous avez raison. Et le hasard fait que j'ai pu entendre aujourd'hui quelqu'un qui vient parfois ici, Franck Tapiro, et qui a dit « On m'aurait dit qu'un jour, ce serait l'extrême droite qui défendrait le mieux la communauté juive, je ne l'aurais pas cru. » Alors, il n'est pas enthousiaste à cette idée, mais ça rejoint ce que vous avez dit. Je le disais ce matin chez Valérie Expert. Absolument. En effet, Philippe. Je mettrai un bémol sur le mieux. Ouais. Parce qu'il y a des forces qui font aussi ce travail-là. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. La suite du tour de table de l'actu, ce sera celle d'Olivier d'Artigol. Et puis à 18h37, sachez que hier soir, le Parti Socialiste a décidé donc d'un moratoire sur la participation à la NUPES suite au refus de Jean-Luc Mélenchon et d'autres figures de la France Insoumise de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Avec cette question, peut-on faire l'union de la gauche sans Mélenchon ? Vous êtes assez partagé pour l'instant. Vous dites plutôt non. Vous nous en parlez au 0826 300 300. On vous attend au standard. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue et merci en tout cas de votre fidélité. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David. Philippe Bilger est avec nous. Olivier d'Artigol, éditorialiste politique, ainsi que Michael Sadoun, éditorialiste aussi. Non, Sadoun. Chroniqueur rugby désormais. Michael Sadoun, chroniqueur politique. Un petit côté Joe Biden avec des muscles et des crampons. Un peu plus près quand même. Allez, tout de suite, la suite du tour de table de l'actu des vraies voix avec vous, Olivier d'Artigol, sur ce nouveau 49.3 attendu à l'Assemblée nationale. Un 49.3 permet de se passer du vote d'une majorité à l'Assemblée pour donc faire passer un texte. C'est possible, c'est permis, la Constitution le permet, notamment sur les textes budgétaires, que ce soit le budget de la nation ou ce qu'on appelle le PLFSS, les comptes de la sécurité sociale. Ce qui me choque dans ce qui va se passer très certainement ce soir, c'est que le budget... Il est annoncé déjà. Oui, c'est que le budget qui a été retoqué en commission des finances arrive tout juste dans l'hémicycle et l'exécutif pourrait très bien permettre quand même sur quelque chose de très important, c'est le budget de la nation pour l'année prochaine. Et le budget de la nation pour l'année prochaine, ça veut dire des arbitrages politiques, ça veut dire une vision, ça veut dire des chantiers. Et donc les représentants du peuple ne puissent pas avoir quelques journées, quitte à ce que l'exécutif, à un moment donné, puisse acter le désaccord et l'absence de majorité, mais permettre à l'hémicycle d'amorcer un débat budgétaire. Là, c'est un couperet sec qui va tomber dès ce soir, en privant l'Assemblée nationale de ce moment qui est l'un des moments les plus forts, les plus denses politiquement sur une session parlementaire. Philippe Bilger. Vous avez raison, Olivier, d'autant plus que j'ai cru comprendre, lorsqu'on évoquait les précédents, Michel Rocard et autres, eh bien, là, il y avait la possibilité d'un débat, tout de même. Tandis que là, à juste titre, vous dénoncez le fait que c'est un coup près, quoi. Michael Sadoun. Est-ce que finalement, un 49.3, ça va? Là, je crois que c'est le 13e. Bonjour les dégâts, parce que là, tout passe au 49.3. Bon, alors, il y a l'utilisation. Moi, je trouve que c'est une arme donnée à la disposition de la majorité et du gouvernement par les institutions de la Ve République. Je trouve ça légitime de les utiliser. En tout cas, c'est dans le droit. Après, sur le fond politique de la chose, j'ai toujours considéré depuis le début qu'il y avait une essence presque antidémocratique du macronisme. Et c'est drôle parce que j'ai retrouvé une citation de Raymond Aron dans l'Opium des intellectuels, comme on célébrait, on commémorait
commémorait sa mort il y a peu de temps, qui disait que, en substance, que les politiques qui voulaient se soustraire à la droite et à la gauche, qui voulaient se soustraire aux passions politiques et aux clivages habituels, en général versaient dans une technicisation de la politique qui souvent leur faisait refuser totalement le débat contradictoire et l'essence même de la démocratie, qui est en fait la controverse. Donc je pense que cette utilisation abusive du 49.3 est significative de cette dimension du macronisme. Voilà. Allez, vous restez avec nous. La suite dans quelques instants. Après le Parti communiste, les socialistes pourraient prendre donc leur distance avec la NUPES. Les socialistes ont décidé en Conseil national d'un moratoire sur leur participation à cette coalition. Bernard Cazeneuve demande même la rupture avec cette question. Peut-on faire l'union de la gauche sans Mélenchon? Pour l'instant, vous dites non à plus de 72%. Et notre invité, André Chico Di Cola... Non, c'est oui à 70%. Vous dites oui, pardon, à 70%, pardon. André Chico Di Cola est avec nous, éditorialiste et conseiller éditorial à La Marseillaise. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Petite question, avant qu'on en parle dans quelques instants. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est le seul responsable de cette rupture? Vous savez, dans les couples, il y a souvent des torts partagés. Mais là, pour bien comprendre la rupture, je pense qu'il faut comprendre d'abord comment les conditions du mariage. Donc, ça a été un mariage qui s'est pas fait, c'est pas un mariage d'amour, c'est un mariage contraint. De raison. Pour... non, je crois que c'était un mariage contraint, c'est-à-dire que à la fois pour le PS, pour le PC comme pour les Verts, ils sont allés, à ce mariage réellement contraint face à un Jean-Luc Mélenchon quand même qui était fort de ses 21 et quelques %. Et par contre, les autres partis de gauche étaient tous sous la barre des 5. Donc c'était un petit peu sauf petit peu la vie. Eh ben, on va en parler dans quelques instants. Restez avec nous. 0826 300 300. Vous voulez participer au débat? On vous accueille jusqu'à 19h exactement. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. Si vous voulez bien entendu débattre avec nous, c'est au 0826 300 300 avec Aude qui vous attend bien entendu. Vous pouvez laisser des messages sur Twitter et répondre à notre question du jour. On va en parler dans quelques instants. Cette question du jour, Philippe. Cette question du jour, peut-on faire l'union de la gauche sans Mélenchon? Et pour le moment, vous dites oui à 71%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. J'ai donné le bon. Et tout de suite, le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. Et donc c'est fait, le Parti socialiste déclare un moratoire sur sa participation à la NUPES. Après les communistes, les socialistes s'éloignent de l'alliance des gauches née au lendemain des législatives l'année dernière. Les divergences à propos du Hamas ont éloigné les mélenchonistes de leurs partenaires. Des propos qui divisent même au sein de la France insoumise en interne, Philippe. Oui, alors est-ce que pour vous la NUPES c'est définitivement terminé? Est-ce que la gauche d'ailleurs est encore une force politique? Quand on regarde le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio pour les européennes, aucun des 4 partis de la NUPES n'atteint les 10% des suffrages. Si on en croit l'IFOP pour Sud Radio, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité est là pour en parler, André Chico Di Cola, éditorialiste et conseiller éditorial à La Marseillaise. Bonsoir, merci en tout cas d'être avec nous. Philippe, cette question, est-ce qu'on peut encore faire l'union de la gauche sans la tête de liste, si je puis dire ça? Alors, paradoxalement, venant de ma part, je trouve dommage que la gauche et l'extrême gauche soient dans un tel état. Deuxième observation, c'est le fait que, bien sûr, il est tout à fait possible pour le Parti communiste, les socialistes et Europe Écologie Les Verts de se réunir. Ils l'ont déjà envisagé d'ailleurs pour les européennes, de telle manière qu'ils se détacheraient de LFI et l'emprise délétère de Jean-Luc Mélenchon. Mais ça ne suffirait pas. Ce qui m'importe, c'est de savoir si cette union sans Mélenchon, en dehors de LFI, permettrait aux dissidents de LFI de créer un groupe autonome, ils y songent, et qui pourrait se rattacher aux forces qui ne veulent plus de Mélenchon. Je crois que le futur dépendra de ça. Olivier d'Artigol. Moi, je suis convaincu qu'il existe des ressources considérables dans notre société pour un beau projet de gauche. Regardez ce qui s'est passé sur la séquence des retraites. Combien la question du travail, par exemple, a été débattue, discutée, instruite. Mais il faut une perspective. Et tout le monde voit bien que la forme actuelle de la NUPES ne permet pas cette projection. Donc il y a des choses, non pas à reconstruire, mais à inventer
autour d'un nouvel imaginaire politique de gauche, et je crois qu'il y a vraiment des forces, des élus, des responsables politiques qui peuvent converger vers cet objectif. Mickaël Sadoun. Moi, je pense que c'est déjà plus un partage de la vie politique qui est pertinent, la gauche, la droite. Personnellement, je me sens plus proche d'un Montebourg que d'une Valérie Pécresse. Et puis, Olivier parlait du débat sur les retraites. Marine Le Pen était alignée normalement sur les positions dites de la gauche. Or, une certaine gauche libérale était plutôt sur les positions macronistes. Donc je pense que c'est un clivage qui n'a plus aucun sens. Ensuite, est-ce que la gauche peut se passer de Mélenchon ? Actuellement, personnellement, je ne le pense pas, parce que la politique, ça se fait quand même avec des caractères, avec des personnalités, avec du charisme, des gens qui ont une largesse nécessaire pour englober derrière eux, derrière leur bannière, des courants de sensibilité très différents. Regardez Sarkozy, ce qu'il a été capable de faire en mettant derrière lui une droite identitaire, une droite souverainiste, une droite libérale. Mélenchon aussi, il a derrière lui de multiples courants, mais qui tiennent au fait qu'il a une personnalité assez exceptionnelle. Ça me coûte de le dire, parce que Mélenchon n'est vraiment pas un personnage politique que j'apprécie dans les idées. Mais c'est quelqu'un qui a une profondeur historique, qui a une envergure intellectuelle, qui a quitté le Parti Socialiste seul parce qu'il y avait été humilié, et qui a reconstruit un courant de gauche qui aujourd'hui est majoritaire dans le pays, ou en tout cas au moins dans son groupe. En tout cas qui existe. Qui existe et qui a beaucoup plus de force que le PS d'Olivier Faure. Et puis il a une maestria quand il se lance dans des campagnes. Il est capable de retourner totalement une campagne. Souvenez-vous de la campagne présidentielle de 2022, il est parti sur un chantier où tout le monde à gauche voulait partir de son côté, Taubira y compris, des primaires qui étaient organisées n'importe comment. Il arrive avec un score de plus de 20% en faisant l'unanimité à gauche, donc il est très fort. Est-ce que c'est une rampe de lancement pour Olivier Faure, selon vous, Philippe Bilger ? Non. Moi, je trouve que je suis parfois le seul à défendre Olivier Faure, dont on surestime l'ineptie. À cause de cette opération de sauvegarde pour le Parti Socialiste, après les élections, on considère qu'il a perdu son âme. Je ne le vois pas avec un destin national, Olivier Faure. Mais mon Dieu, pour l'instant, le moratoire, de la même manière qu'au Parti communiste, il y a aussi une forme de moratoire qui a été décidé. Je trouve que c'est une bonne chose, et je trouve que Mickaël, et je finis là-dessus, il me semble que vous confondez le Mélenchon brillant d'il y a quelque temps avec le Mélenchon d'aujourd'hui, qui me semble plus gouverné par ses humeurs, sa volonté de domination, que par sa lucidité politique. Mais je le dis très modestement, Mickaël. Avec nous, André Cicco-Nicola, éditorialiste et conseiller éditorial à la Marseillaise. André Cicco-Nicola, vous avez entendu les vraies voix. Il y a quand même une question qui se pose. Que reste-t-il de la gauche sans NUPES ? Il voulait faire une liste unique. Désormais, c'est terminé. Des 4 partis de la NUPES dans le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio du jour. Sur les européennes, aucun parti n'atteint les 10%. Est-ce que vous André êtes là ? Cicco-Nicola ? Non, je crois qu'il est pas là. Allô ? On a un petit problème de son aujourd'hui. On parlait d'Olivier Faure, Olivier d'Arcigol. Est-ce qu'il n'était pas quand même écrasé par la personnalité de Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que c'est pas le moment justement André pour lui l'a dit, j'espère qu'il va revenir parce que son éclairage était intéressant. L'accord électoral aux dernières législatives, s'est fait le pistolet sur la tempe. C'est-à-dire que ça a été des négociations très sévères pour les alliés de Jean-Luc Mélenchon. Dès l'installation de la nouvelle mandature, il n'y a pas eu un groupe unique, NUPES, mais 4 groupes constitués. Et depuis ce moment-là, la NUPS n'a cessé d'étaler des désaccords sur des sujets très importants pour l'avenir de notre pays, qui ne sont pas minces. La question énergétique, les conséquences qu'on doit tirer des émeutes dans les banlieues, ça n'est pas rien. La baya, ça n'est pas rien. Mais je vois aussi qu'il y a au sein de l'électorat insoumis de Jean-Luc Mélenchon de premier tour des bougés aussi. Les sondages ont montré qu'une majorité de personnes qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour sont favorables à ce qui a été décidé sur la baya. Il y a donc des choses qui sont en train de bouger. Et en effet, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, son principal adversaire, c'est un hubris, un tempérament, une colère quasi permanente. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais moi, je rejoins Philippe sur ce qu'il a dit, et qu'il a d'ailleurs dit hier soir, je l'ai vu intervenir.
Les gens qui essayent de faire de la morale en disant Olivier Faure a vendu son honneur pour un plat de lentilles, moi je fais pas de morale en politique, il a essayé de sauver son parti, il a cru stratégiquement qu'il allait être capable de faire ce que Mitterrand avait fait avec le Parti communiste, à savoir de s'allier avec une branche plus radicale pour finir par la retourner à son profit. Seulement Olivier Faure, et là c'est mon point de critique, n'est pas François Mitterrand, ni par l'intelligence, ni par le caractère à mon avis, donc c'est un échec total. Pour ce qui est du reste, peut-être que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon peut avoir une sensibilité sur les sujets de sécurité, d'abaya, etc. En tout cas, il faut dire que c'est franchement pas leur priorité. Mais Olivier d'Artigol, vous qui êtes de gauche, on essaie de joindre Chico Nicolas, il y a un problème de relation avec son téléphone portable, on le rappelle. Ma question, sur aucun parti qui atteignent les 10% dans le dernier sondage. Est-ce que ça prouve pas le niveau de faiblesse de la gauche aujourd'hui ? Mais c'est la vérité des prix. Bon, sur un scrutin, sur un scrutin où si vous faites plus de 5%, vous avez des élus. Donc le fait que vous puissiez. Les 4 auraient des élus, même Léon Desfontaines est à 5. Oui. Donc c'est un autre scrutin. Mais l'essentiel est que l'ensemble de ces forces puisse, pour ce qui les concerne, établir une stratégie, mettre en place des moyens pour l'atteindre. Par exemple, Fabien Roussel dit assez crânement « Je souhaite reconquérir l'électorat populaire, qu'il soit ou dans l'abstention ou d'un vote très à droite. » Donc, Georges Marchais fait 15% au premier tour en 81, ça n'a pas empêché l'élection de François Mitterrand. Donc, je pense qu'il y a la composition sociologique a changé. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une partie de la gauche n'est plus capable... Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi ? Parce que moi, je pense qu'une partie de la gauche, en fait, mais c'est par atavisme sociologique ou historique ou politique, mais refuse de voir qu'ils ont des points d'accord parfois avec Marine Le Pen. Ça leur fait mal. Ça leur fait mal de comprendre que, en effet, les deux camps s'opposent dans une certaine mesure. Si un jour où il fait 40 à l'ombre, Marine Le Pen dit il fait chaud, on va pas dire il fait froid. Et ben, la gauche a tendance quand même un petit peu à le faire. Je pense qu'une partie peut-être un peu moins sectaire serait prête à discuter, mais en réalité, je n'y crois même pas. Mais si elle n'est pas capable d'acter que sur des sujets d'opposition sur certains points en l'Europe, d'ouverture à tous les vents de la mondialisation, d'une certaine forme de libéralisme, moi je pense que la France n'est pas du tout en train de devenir un pays libéral, loin de là, mais d'une certaine forme de libéralisme qui est en train de s'instaurer au niveau de l'État, ils sont pas d'accord. Mais dans ce cas-là, l'alliance politique n'adviendra jamais. Mais au-delà de la, pardon Cécile, au-delà de la difficulté pour la gauche d'admettre des similitudes avec le Rassemblement national, il me semble que c'est paradoxal de la part de la gauche et de l'extrême gauche. Il y a une sorte de répugnance à l'égard de tout ce qui est majoritaire dans le peuple. C'est-à-dire que même dans la gauche, théoriquement la plus populaire, il reste un snobisme de l'intelligence qui l'a fait, sauf chez Fabien Roussel. C'est pour ça que j'ai toujours bien aimé les communistes, même si j'étais en désaccord avec eux. Et ça nous avait échappé. Non, mais ça a beaucoup changé. Du sujet, rien de grave. Non, mais les communistes n'ont jamais fait dans le snobisme politique. Ils n'ont jamais eu peur du peuple. Et il y a une forme de bon sens qui avait le droit d'être exprimé, alors que de l'autre côté, eh bien, il y avait une répugnance. Mais en tout cas, je prends date sur un point. Le macronisme a voulu faire croire qu'il représentait à lui seul le camp de la raison. Et qu'il y avait donc des deux côtés, côté gauche et côté droit, des forces qui n'avaient pas, j'ai envie de dire, la possibilité de pouvoir gérer le pays, de pouvoir... Et je suis convaincu, ça s'est passé dans d'autres pays, qu'après ces gouvernements dits centristes, très technologie, très techno, très sur le bon sens, en voulant vraiment couper tout débat politique, derrière, il y a le retour d'un clivage droite-gauche. Et là-dessus, on est peut-être en désaccord, Michael, mais je viens d'une culture politique où ce clivage droite-gauche a permis quand même de beaux moments démocratiques et a permis de trancher sur des options. Et l'alternance permettait aussi des respirations politiques sur des choses assez tranchées. Et ça, moi, j'ai la nostalgie de ça. Bien sûr, mais parce que le clivage de l'époque s'installait sur un contexte
mondial, pas seulement national, qui était totalement différent. À l'époque où il y avait 2 grands blocs, on identifiait plus simplement la question de la droite et de la gauche. Aujourd'hui, les clivages se recomposent complètement. Ils sont plus multiples, à mon avis, qu'à l'époque. C'est vrai aussi. Sur le front de la mondialisation, sur le front de la défense de la laïcité, sur le front de l'Europe, on en a parlé. Donc, il y a un éclatement du paysage politique, avec en plus derrière ça un phénomène civilisationnel qui est que les individus, étant quelque part de plus en plus individualistes, ont envie d'être représentés dans leur petite catégorie, d'où l'explosion des petits partis, type le parti animaliste, etc. Mais pour que la gauche revienne, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'une fois pour toutes, elle ose parler des vrais problèmes qui touchent les classes populaires? Je pense notamment à l'immigration ou à l'insécurité, où elle a souvent été angéliste. Mais de toute manière, si la gauche souhaite retrouver les affaires, elle devra mettre sur la table une pensée politique, un projet concernant la question migratoire. Elle devra traiter la question et quand Marine Le Pen dit juste, elle a raison. Non mais moi je reprends. Mais oui. Oui, non, c'est pas grave. Si on prend par exemple la question des salaires. Est-ce que vous savez, on me dit Marine Le Pen défend l'augmentation des salaires. Je sais ce que tu vas dire, Olivier. Mais parce que c'est factuel. Tu vas parler des cotisations patronales. Sa seule proposition sur les salaires, c'est justement baisser les cotisations sociales patronales, qui est un levier puissant pour le financement de notre système. Donc il faut regarder plus près que certains mots d'ordre et un certain affichage. Mais je suis totalement d'accord sur le fait qu'une certaine gauche, pas toute la gauche, ait fait un refus d'obstacle pour des questions qui tenaillent les classes populaires, parce que ça fait partie de leur vécu. Ceux qui vivent le plus l'insécurité dans le pays, ce sont les classes populaires, ce sont les quartiers populaires. Bien sûr. Michael Sadoun, je rebondis sur ce que disait Philippe Bilger. Est-ce que finalement, Fabien Roussel, c'est pas le plus courageux de tous? Parce que entre le barbecue, la viande, le nucléaire, tout le monde lui pose la question en disant, mais en fait, vous êtes de droite, en fait, Fabien Roussel. Oui, c'est ça. J'allais dire à Olivier qu'en fait, la gauche serait de retour le jour où elle serait de droite, en réalité. Donc, le barbecue est de droite. Oui, ça c'est sûr. Et le quinoa est de gauche. Non, mais... quelle horreur. Fabien Roussel, je ne sais pas si c'est courageux, parce qu'il a compris aussi qu'il y avait une offre politique qui manquait et qu'il allait s'engouffrer dedans. Je pense que c'est habile de sa part. Oui, mais il y a un risque. Quand je dis c'est courageux, il y a quand même un peu un risque. Regardez, il s'est fait déballonner par tout le monde. Je pense que tout le monde a identifié que dans ce pays, il y avait des classes populaires qui étaient encore réticentes à voter pour Marine Le Pen, pour des raisons historiques, générationnelles, etc., qui étaient soucieuses quand même des thématiques sécuritaires, identitaires, etc. Et tous les partis politiques essaient de jouer sur ça. La rentrée politique de Gérald Darmanin, souvenez-vous, la tonalité sur laquelle elle s'était faite, à Tourcoing, auprès des catégories populaires, pour dire « nous sommes avec vous ». La sécurité, c'est le bien de tous. La nation, ça n'est pas quelque chose à dévaloriser parce que c'est le bien de ceux qui n'ont rien. Donc précisément, il n'y a rien de plus social que de valoriser la nation. Donc moi, je pense que c'est une inquiétude partagée par l'ensemble du spectre politique. Très bien que Fabien Roussel s'en soit soucié et qu'il représente à gauche une sensibilité que je préfère. Cécile, vous avez raison pour Fabien Roussel, mais il faut bien voir que ce qu'il offre est assez limité tout de même, parce que il a une personnalité, moi, que je trouve assez irradiante sur le plan de la chaleur démocratique. Il a les goûts que vous avez énoncés qui font plaisir à beaucoup de Français. Ce que je continue à regretter dans le Parti communiste, sans être un spécialiste de l'économie, c'est que ça apparaît toujours relativement simpliste dans la vision économique et sociale. Faire payer les riches, et deuxièmement, en permanence, même chez cet homme estimable, le sentiment qu'il rêve d'une sorte de fracture sociale. Il faut donc que vous preniez connaissance du programme des jours heureux. Voilà, oui, mais juste, il nous reste moins de 2 minutes. Olivier d'Artigol, pour reprendre cette question sur Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il peut revenir? Est-ce que c'est fini, ou est-ce que là on tire un trait sur Jean-Luc Mélenchon, sur en politique, c'est la petite expérience que j'ai. Rien n'est jamais fini. Rien n'est jamais fini. André Labarrère, l'ancien maire de Pau, disait en politique, quelqu'un qui est blessé mais pas tué, désolé pour l'image, peut toujours revenir. Il y a eu, regardez le retour. Qui aurait parié sur Mitterrand après l'affaire L'Observatoire? Mitterrand. Mitterrand. non mais c'est parfaitement vrai. Ouais. Donc personne ne peut dire aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle et qui ne réalisera pas de nouveau un score important. Oui, mais il lui monte une patte quand même, parce que ça se désolidarise.
polarise chez les filles. Oh oui, là je pense que ça y est, c'est la fin. Non seulement ça explose dans la NUPS, mais ça explose au sein de LFI. Au sein de LFI. Je pense que des figures comme Ruffin, Corbière ont envie de prendre de la place, d'incarner une autre sensibilité, de montrer qu'ils ont aussi du leadership. Moi, je trouvais, alors encore une fois, c'est pas ma sensibilité du tout, mais que quelqu'un comme Quatennens avait du talent. Bon, il a explosé en vol pour des raisons qu'on connaît, mais ça y est, je pense que l'ère Mélenchon, à mon avis, pour moi, est terminée. Cécile de Ménibus, vous croyez pas quand même que Olivier d'Artigol pourrait être le grand leader de la gauche française? Je ne fais plus de politique. Vous savez, je suis un commentateur. Ça peut vous gratouiller à nouveau. Non, absolument pas. Je suis un commentateur, un observateur, et ça me va très bien. Il est remarquable comme chroniqueur. Non, gardez-moi avec vous, vous n'allez pas m'envoyer dans la fosse. Comme acteur, on serait obligé de s'opposer à lui. Je préviens vos futurs électeurs de dire que vous êtes hyper mauvais joueur. C'est-à-dire que si on vous piquait des voix, mais vous seriez furibond. Mais je vous dis pas le truc. Si on ressort les bandes du qui c'est qui l'a dit, sa carrière est terminée. C'est fini, on a des dossiers. Merci beaucoup Mickaël Sadoun d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Olivier d'Artigol. Merci Philippe Bilger, on vous retrouve demain. Et vous restez avec nous dans un instant, on va vous parler de carburants un peu spéciaux. C'est-à-dire que c'est les carburants de l'avenir. C'est-à-dire que vous connaissez le diesel, vous connaissez l'essence. Et est-ce que vous connaissez le HVO, le HVO 100, le e-fuel ou le SAF? On va vous en parler dans quelques instants. On va parler des trains, des voitures, des avions et des camions, tout ce qui roule et qui vole. Vous pourriez pas m'en donner un peu de ce carburant d'avenir?